Au sommaire de cette édition, la dédicace du livre du pasteur Norbert Bosso qui dénonce le problème général de la révélation s'est tenue le samedi 7 mai. L'ONG SOA a fait parler son cœur à l'occasion du Salon international du tourisme d'Abidjan-Cita. Ailleurs dans le monde, au Bénin, Patrice Talon installe sa grande commission technique. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel et merci de suivre ce point de l'actualité. La dédicace du livre du pasteur Norbert Bosso qui dénonce le problème général de la révélation s'est tenue le 7 mai au centre de documentation missionnaire des Deux Plateaux en présence de plusieurs hommes de Dieu et invités. Le centre de documentation missionnaire a servi de lieu le samedi 7 mai pour la dédicace du livre du pasteur Norbert Bosso, responsable de l'église de renouvellement spirituel. L'homme de Dieu est allé au-delà du connu, du reçu pour extraire l'important, le nécessaire afin de produire une œuvre intitulée « Le problème de la révélation » tout en mettant en exergue les arcanes et aspects du problème de la révélation. Connaître tout ceci permet d'avoir l'autorité sur l'adversaire. Le pasteur Eugène, orateur de la cérémonie, a incité les invités à se procurer l'ouvrage en exhortant autour du thème « La connaissance de la parole de Dieu te donnera la victoire sur ton adversaire ». Tout ce que nous utilisons pour combattre ne sont pas charnels, elles sont spirituelles. Les armes que nous utilisons pour combattre, elles sont spirituelles. Donc, si quelqu'un te combat, tu ne peux pas le combattre physiquement aussi. Si quelqu'un veut pas que tu apportes dans ton ministère, tu ne peux pas t'élever. Pourquoi? Tu dois t'élever avec quelque chose. Et c'est spirituel. Elle sera, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut être instruit. Suite à la vente de cet ouvrage. Pour avoir l'autorité, le pouvoir, la puissance, c'est la parole d'abord. Jésus, avant de commencer son ministère, avant d'aller sur la montagne pour aller prier 40 jours, 40 nuits, il s'est instruit. Pendant combien d'années? Il a commencé 3 ans seulement. Quand il a commencé, c'est 3 ans, parce que son essai avait beaucoup en lui. Tu vois, donc 3 ans seulement, il a pris 3 ans seulement pour changer le monde totalement. Alléluia. À cause, parce qu'il est instruit. Il est dangereux de mal interpréter, mal usiter ou mal dénaturer une révélation et les conséquences qui peuvent en découler, le cas échéant, et qui veut nécessairement éviter qu'elle advienne. Tout lecteur potentiel n'aurait du mal à émettre des soupirs de soulagement à la lecture. Le dimanche 27 mars 2016, à la Riviera à Nono, la fête de Pâques 2016 a été célébrée au siège du ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation, MPDE. La prophétesse Christ Kwaku en était l'oratrice principale. Ce dimanche 27 mars 2016 était jour de Pâques. La Pâques, qui est la fête de la délivrance à tous égards des enfants de Dieu, a été aussi célébrée à la Cité Dorée. Les fidèles étaient visiblement dans la joie. Ce jour-là, les chantres de la Cité Dorée ont loué et adoré Dieu pour la résurrection du Seigneur Jésus. Dans la présence de Christ ressuscité, l'Assemblée a expérimenté des transports d'allégresse. La prophétesse Christ Kwaku a aussi communié avec cette Assemblée acquise à la cause des dieux. La prophétesse Christ Kwaku, présidente du ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation Temple à Cité Dorée, a décrypté le sens de la résurrection de Jésus-Christ. Descend du ciel pour rouler la pierre. Ce n'est pas quand l'ange a roulé la pierre que Jésus est sorti. Jésus n'avait pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il sorte. Son tombeau a été trouvé vide. Ceux qui le gardaient étaient tombés comme morts. Ils voulaient te voir tous les jours, malheureux et malheureuse, parce qu'ils t'ont mis quelque part. Ils ont sélectionné des démons pour venir s'arrêter comme ça, pour dire qu'ici là, ils ne sont pas, non, on regarde ici, il y a notre prisonnier, tu feras seulement des choses bizarres, et tu ne pourras jamais s'en sortir. Il est dit pour aujourd'hui. Dans la prison de sa famille, dans la prison de
dimanche, jour de Pâques, plusieurs serviteurs de Dieu ont été consacrés. Le témoin de ce Dieu-là. Témoigner sa résurrection. Témoigner ce qu'il a fait. En fait, que tu agis dans son champ, que tu demeures dans son champ. Et que par ta vie, des multitudes d'âmes reçoivent le salut. Oui, je le veux. C'est ta parole. Devant le Père et Fils et le Saint-Esprit. Reçois, une, et sois consacré. Proclame sa gloire partout. Au nom de Jésus. Merci Jésus de la Pâque. Merci Jésus. La Pâque 2016 à la Cité Dorée a été un grand moment de réjouissance. C'est au Palais des Congrès de Cotonou que les rachetés des dieux ont célébré la fête de l'Ascension. Le prophète Emmanuel Adam, parrain de l'événement, a enseigné le peuple sur l'importance de la louange. Des hymnes de louange et d'adoration sont montés au trône de la grâce en ce jour spécial où la communauté chrétienne a célébré la montée du Christ au ciel, Ascension. Réunis tous dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, les rachetés de Dieu, toutes dénominations confondues, ont passé 8 heures non-stop en présence inouïe du Seigneur. Du pasteur Rogi Philippe Barbosa qui a obéi à la recommandation de Dieu, celle d'établir au Bénin un véritable hôtel d'adoration. Donc c'est pas obéissance à Dieu dans la douleur que nous sommes ici ce matin. Oui, l'activité de ce matin, c'est 8 heures dans sa présence, 8 heures de louange et d'adoration que le Seigneur nous a inspirés. Le Seigneur a donné des instructions de l'adorer pendant 8 heures. Qu'est-ce que nous en avons fait? Il faut obéir au Seigneur. J'ai reçu dans mon cœur que ce programme ne doit pas se limiter à moi et à ma maison, mais plutôt au corps de Christ et à toute la nation. À cette grande rencontre spirituelle, le prophète des nations, Emmanuel Atankon, a une fois encore rappelé l'importance de la louange pour faire descendre la gloire de Dieu sur le pays. J'ai dit, je dois louer Dieu. J'ai dit, tu dois louer Dieu. J'ai dit, nous devons louer Dieu. Si réellement nous sommes convaincus que Jésus-Christ nous a sauvés, ça suffit pour que nous puissions louer. La louange occupe une place très très importante dans le combat spirituel. Si on loue vraiment le Seigneur, quand Dieu descend, même les démons, les esprits qui dérangent quelqu'un là, pas déjà, sans même chercher, parce que c'est le patron mais qui vient. Dans cette ambiance et atmosphère surnaturelle, l'onction de Dieu a été au rendez-vous. Félicite ceux qui ont eu l'initiative d'organiser cette journée de louange. Ça ne vient pas d'eux-mêmes, ça vient du Saint-Esprit. J'ai senti la manifestation de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et vous savez, j'ai vu des gens danser, j'ai écouté des témoignages, parce qu'il a dit de le louer pour ses hauts faits. Ce programme de louange et d'adoration a connu la participation des chantres ouins. Aussi, la fin a été marquée par des déclarations prophétiques. Actualité générale en Côte d'Ivoire, il existe désormais un conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession. La CEPCAOP a été portée sur les fonds baptismaux le samedi 7 mai dernier au cours d'une assemblée générale élective qui a vu l'élection de M. Pépé Paul, président du conseil d'administration de cette fêtière des associations et fédérations des auto-écoles. Reportage Jean Jaurès Tabi et Junior Sepadé.
Pépé Paul est le tout premier président du conseil d'administration du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile. Il a été plébiscité par les responsables des organisations patronales des auto-écoles lors d'une assemblée générale constitutive le 7 mai 2016. Doyen de la corporation et pionnier des auto-écoles en Côte d'Ivoire, Pépé Paul a répondu favorablement à l'appel de toutes les organisations patronales des auto-écoles pour porter leurs aspirations. Parce qu'après, là, je vais saisir le premier ministre, je vais saisir le ministre intérieur, je vais saisir le ministre de la Défense, je vais saisir tous les ministres concernés par la prévention, par la sécurité. Ces aspirations, les responsables des organisations patronales de la conduite automobile l'ont traduit dans des tests, statuts et règlements qu'ils ont longuement analysés en atelier avant adoption. Pour les participants, c'est de bon augure pour une corporation dont les animateurs n'étaient pas beaucoup valorisés. Je crois qu'avec la création du conseil supérieur, je pense qu'avec le plan, beaucoup de choses vont se faire. Parce que vous voyez comment les gens se comportent sur la route. Le permis de conduire est un grand diplôme. Mais à cause de notre mal-organisation, les gens pensent que le permis bafoue le permis en quelque sorte. Le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile est la fêtière de toutes les organisations et fédérations d'auto-écoles en Côte d'Ivoire. Il se pose désormais comme l'interlocuteur privilégié du gouvernement pour toutes les questions relevant de la conduite automobile. Pour le conseil d'administration et la direction exécutive, les premiers chantiers et défis sont déjà clairement identifiés. Notre premier chantier, c'est vraiment rencontrer le gouvernement, informer le gouvernement dans son ensemble pour que ce gouvernement prenne conscience des problèmes concernant les accidents, la vie même. Cette corporation a beaucoup à faire, Et pour le réaliser, il faut vraiment des gens de conviction, des gens qui savent véritablement où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que nous sommes des purs produits de l'auto-école. En œuvrant pour mieux valoriser l'enseignement de la conduite automobile, le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile CECOP entend également réduire les accidents et le nombre de morts sur les routes ivoiriennes. L'ONG SOA, qui a pour but de venir en aide aux enfants en situation difficile, vient encore de faire parler son cœur à l'occasion du Salon international du tourisme d'Abidjan-Cita. Du 20 au 24 avril 2016 s'est déroulée la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan à l'hôtel du Golfe. À cette occasion, nous avons assisté à une forte participation d'exposants, notamment les enfants des orphelinats de Bassam et de Bingerville. Depuis le 20 de ce mois, nous sommes déjà l'attraction. Les responsables de l'ONG SOA, sous le charme de leur génie créateur, n'ont pu s'empêcher de leur offrir un stand d'exposition. Nos motivations étaient tellement grandes. Nous avons visité l'orphelinat de Bassam, les jeunes filles de Bassam précisément, et nous avons vu ce que les enfants font là-bas. Et ce petit quelque chose que les enfants nous ont montré, nous ont motivés à les offrir un stand. Les responsables de l'ONG SOA ne cachent pas leur joie et leur fierté à la vue de ces objets faits à partir de matériel de récupération. Vous voyez ce tableau, il est magnifique. Il a été fait par les enfants de l'orphelinat de Bingerville. Aujourd'hui, je vous présente ces enfants qui ont un savoir-faire, qui font des tableaux, qui font un peu de tout, des poupées. Les enfants des orphelinats de Bassam et de Bingerville, par la voix du président de leur parlement, n'ont pas manqué d'être reconnaissants et pleins de gratitude à l'égard de leurs donateurs. Mes amis au moins,
Nous voulons remercier l'ONG qui nous a offert ce stand. Que Dieu les bénisse. Vraiment merci, car ça fait bien longtemps qu'ils nous aident. Cette 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a été marquée par des moments de détente et de divertissement. Grâce à ce don de l'ONG SOA et à tous leurs partenaires, les enfants des orphelinats ont passé des moments inoubliables. Actualité africaine au Bénin, 30 jours après sa prestation de serment, Patrice Talon vient d'installer la grande commission technique chargée de réfléchir aux réformes politiques et institutionnelles. Ce sont les retrouvailles à la présidence de la République du Bénin. Tous les courants politiques et une bonne brochette de juristes de haut niveau sont invités par le chef de l'État à siéger dans une large commission qui aura pour mission de proposer les grandes lignes des réformes politiques et institutionnelles dont la démocratie béninoise a besoin pour se porter mieux. Le moment est donc venu d'établir en toute objectivité un diagnostic approfondi des écueils qui ont jalonné notre histoire récente, afin d'envisager les solutions permettant le renforcement de la démocratie, l'instauration durable de la bonne gouvernance. Dans cette commission, on retrouve la jeune comme la vieille génération. C'est donc au bout de l'ancienne corde que l'on tissera la nouvelle. La mission de la dite commission est bien définie. Il s'agit au fond de mettre à plat le système politique béninois et de voir ce qu'il est possible de faire pour que tous les maux que nous dénonçons tous, les dysfonctionnements que nous avons relevés en 25 ans, pour que nous voyions ce qui est possible d'être corrigé. Moi, j'ai personnellement constaté que notre constitution a besoin un tout petit peu d'être adaptée mieux à la conception que nous faisons de l'exercice du pouvoir. Cette commission qu'on vient d'installer fera le nécessaire, fera les échanges nécessaires qu'il faut. J'ai hâte d'entendre les collègues que chacun dise selon lui ce qui ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Qu'elle essaie d'analyser. Et que nous échangeons sur chaque point, que nous apportions des solutions aux institutions que nous éliminons. Patrice Talon veut tenir sa promesse qu'il a faite pendant la campagne électorale, diminuer le pouvoir du chef de l'État. Il a par ailleurs annoncé qu'une fois le rapport de la commission sera prêt, il sera d'abord transmis en guise de proposition au Parlement avant que le peuple ne soit consulté par voie référendaire. L'ancien ministre centrafricain Abdoul Karim Mekasoua, député du quartier musulman du PK5 à Bangui, a été élu vendredi président de l'Assemblée nationale. Le député du quartier musulman du PK5 de Bangui a obtenu ce matin 65 voix sur 127. À 62 ans, cet ancien ministre sous François Bozizé était candidat à la dernière présidentielle. Après le premier tour du 30 décembre, il avait appelé à voter pour Faustin Archange Touadéra. Le président de l'association burundaise pour la protection des droits humains participait cette semaine avec Marguerite Bakankiste, une humanitaire burundaise en exil, à un panel de témoins et d'experts sur la situation qui prévaut au Burundi. La Burundaise Marguerite Barankitse, qui en Arménie vient d'avoir le prix Aurora pour l'éveil de l'humanité, et Pierre Claver Mbonimpa, qui vient aussi d'avoir le prix pour la démocratie et des droits de l'homme du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, étaient invités au Parlement européen pour parler de la situation au Burundi. Magui Barakinse, quel est le message que vous avez voulu porter ici au Parlement européen aujourd'hui? J'ai voulu interpeller, c'était un cri d'alarme, parce qu'il y a leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants qui sont en train d'être décimés par un criminel qui s'appelle Nkurunziza, Pierre. Moi-même qui ai élevé des enfants Hutus et Tutsis,
Tutsi, quand je vois que j'ai dû quitter alors que le président lui-même m'avait appelé maman nationale, et quand je vois les corps et les chansons, surtout on n'a pas parlé des chansons de la milice qui disent quand ils sont aux travaux communautaires avec le président, nous allons les violer, ces femmes Tutsi, et comme ça ils vont mettre au monde des Imbonerakure. Moi, je crois en la personne humaine. Je suis toujours optimiste. Moi, en tant que chrétienne, je peux le dire, je crois toujours à une personne que on peut toujours dialoguer, et c'est la non-violence. C'est avec beaucoup de tendresse. Comme je dis le psaume, Dieu de tendresse et de miséricorde, je crois qu'ils vont se remettre en question. J'allume toujours les bougies pour que mon frère criminel, Pierre, puisse se remettre en question. Pierre Claver Bondimpa, est-ce que vous arrivez encore à avoir l'énergie de lutter? Oui, c'est ça, dans des moments difficiles qu'on doit avoir de l'énergie. Parce qu'en défense des droits de l'homme doit apparaître dans des moments très très difficiles. C'est pourquoi, après ma guérison, je ne me suis pas découragé, mais me voir ce qui se passe dans le pays, je dois continuer à lutter pour que même le peuple burundais, dont je suis censé défendre, ne se décourage pas. Le génocide, je ne suis pas expert de qualifier le génocide, mais quand je vois des gens qui sont assassinés en masse, des gens qui se tuent jour par jour à cause de leurs pensées, à cause de leur appartenance politique, à cause de leur appartenance ethnique. Moi, je me dis qu'il y a génocide. Mais quand cela nous tient, qu'on appelle génocide, qu'on appelle assassinat, qu'on appelle exécution extrajudiciaire, pour moi, ce qui est très très malheureux, c'est le non-respect à la vie de la personne humaine. J'espère organiser, et j'organiserai le 19 mai, un événement semblable à Rome le 19, justement parce que le but dans ce moment-là, c'est de créer de la conscience politique au sein des populations européennes, au sein de l'Union, parce que sans conscience politique, on n'aura pas une pression sur les institutions pour agir d'une façon correcte. Parfois, l'information ne donne pas assez d'espace à ce thème-là, parce qu'il y a toujours des priorités nationales, parce qu'il y a la crise économique, et c'est-à-dire que, donc, que la plupart des peuples européens ignorent certains contextes. 22 ans après la guerre du Rwanda, Jean Damascène, dont toute la famille a été massacrée, s'apprête à témoigner à Paris contre le maire de Kabarondo et de l'époque de son prédécesseur pour leur participation au génocide. 22 ans après, jour pour jour, les Rwandais de cette petite ville de l'est du pays se souviennent. À Kabarondo, le 13 avril 1994, environ 3000 Tutsis et Hutus modérés s'étaient réfugiés dans 7 églises pour échapper aux tueries. Hommes et femmes ramassent des pierres et résistent. Le combat s'engage jusqu'à ce que les militaires portent le coup de grâce. On a lancé des roquettes au-dessus de l'église, ça tombait dedans et des grenades. Et on les a fait sortir vers 16 heures. Et alors on les a massacrés ici. Seules quelques centaines ont survécu ce jour-là. Tito Baraira et Octavien Genzi, 2 anciens bourgmestres de cette localité, sont accusés d'avoir participé à ces tueries, même s'ils ont toujours nié les faits. 2 jours plus tôt, ce rescapé assure avoir vu Tito Baraira encourager les miliciens à tuer. Baraira a dit aux Interahamwe qui étaient là, « Pourquoi vous pillez seulement ? Il faut tuer les gens et détruire leurs maisons. » Après, Baraira est descendu dans la vallée avec les Interahamwe. Ils ont attrapé 4 personnes et c'est Baraira lui-même qui les a découpés avec des machettes. Jean Damascène Rutagungira est un autre rescapé de l'église de Kabarondo. Retourner sur place pour lui est trop difficile. Les souvenirs sont encore trop vifs. Il se souvient très bien avoir vu Tito Baraira ce jour-là. Une femme a réussi à sortir de l'église en passant sur les cadavres. Elle est allée vers Tito Baraira pour lui dire « Ne me tuez pas, je suis Hutu ». Baraira l'a attrapée, l'a poussée, elle est tombée sur le ventre. Là, l'Interahamwe est venu la tuer d'un coup de massue sur la tête. Jean Damascène a perdu toute sa famille ce jour-là. Il sera appelé à la barre à Paris en tant que témoin. Depuis, il a réussi tant bien que mal à refaire sa vie. Il a 2 enfants
et l'aîné veut devenir ingénieur. De plus en plus, le mystère se crée autour du tombeau caché de la reine Néfertiti. 7 mois après le début des recherches sur la chambre cachée à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon, les spécialistes s'accordent sur un seul point, celles-ci doivent se poursuivre. Le mystère du tombeau caché de Néfertiti semble s'épaissir et suscite la polémique parmi les égyptologues dont les théories s'opposent. 7 mois après le début des recherches sur la chambre cachée à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon, les spécialistes s'accordent sur un seul point, celles-ci doivent se poursuivre. Elles se basent sur la théorie de l'égyptologue britannique Nicholas Reeves. Si je comprends bien les éléments tendant à prouver que Néfertiti a été enterré derrière le mur nord, bien sûr que ça vaut la peine de chercher plus loin, dit-il. Mais vous savez, je n'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas ce que le futur nous réserve. Des données radar ont permis en octobre de révéler la présence de 2 chambres secrètes dans le tombeau de Toutankhamon. Depuis, une équipe américano-égyptienne mène des recherches. Je crois que nous ne devrions pas clore le sujet, parce que Reeves pourrait dire que le gouvernement égyptien ne lui a pas donné l'opportunité de prouver sa théorie, dit cet ancien ministre des Antiquités. J'ai dit que nous avons besoin d'un 3e radar, et ce 3e radar devrait être utilisé pour sonder la tombe. Depuis 7 mois, les autorités égyptiennes ont convoqué plusieurs conférences de presse, promettant à chaque fois des révélations, alors que les certitudes sur la présence du tombeau de Néfertiti s'amenuisent. Et c'est ici que s'achève cette page d'information. Nous avons pris plaisir à vous le présenter et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.